Non. Non, bien sûr que non. Il y a tous les unicellulaires qui n'ont pas de cerveau. Il y a un certain nombre de pluricellulaires qui n'ont pas de cerveau, c'est clair. Les éponges, bon. Alors, où est-ce qu'on va faire démarrer l'existence réelle d'un cerveau? Ça, c'est une question qu'on s'est posée déjà plusieurs fois. Elle peut un peu varier, je dirais. Ce qui a été adopté à une époque, dans la première exposition au muséum, était qu'il y avait un cerveau à partir du moment où il y avait une symétrie bilatérale et une prise en charge par les ganglions qui se trouvent à l'avant, donc parce qu'une symétrie bilatérale, ça veut dire un avant, un arrière, un dessus, un dessous. Donc une prise en charge par les ganglions qui sont à l'avant d'un certain nombre de fonctions sensorimotrices, disons, pour simplifier pour l'instant, et une suprématie sur le reste des ganglions. Donc ça excluait, de fait, prendre cette définition, excluait quelques classes qui sont les oursins, les étoiles de mer, qui ont des ganglions, mais avec lesquels il est un peu difficile de dire il y a un ganglion maître. Alors, c'est un peu réparti. Il y en a un par bras pour l'étoile de mer. Donc, plusieurs cerveaux, c'est pas possible, déjà. Non? Plusieurs cerveaux, non. Ouais, c'est un cerveau et des ganglions. Alors, il y a plusieurs ganglions, mais qui vont constituer un cerveau. Parce que un cerveau, c'est le rassemblement d'un certain nombre de ganglions au cours de l'évolution. Et pour nous, on a aussi dans notre cerveau ce qu'on va appeler des étages ou qui sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est alors quelquefois on a utilisé, peut-être à tort à mon avis, même chez l'homme, le terme, des termes de cerveau, quelque chose pour différencier, donc qui pourrait faire penser à plusieurs cerveaux. Le cerveau reptilien, le cerveau, historiquement, sont des choses qui ont existé. Non, il y a un cerveau. En fait, la question de... est-ce que si on transpose la question tous les animaux ont-ils un cerveau à tous les robots ont-ils un cerveau, en fait, c'est une question assez fondamentale et assez profonde. Ça pose la question de qu'est-ce que c'est que le cerveau, et ça appelle peut-être à faire une distinction entre le cerveau organe et le cerveau fonction. C'est-à-dire le cerveau comme entité qui contrôle le comportement et qui permet à un organisme de se déplacer, de survivre, d'agir et de réagir dans son environnement. Les robots, par définition, sont construits avec des matériaux qui sont différents des matériaux biologiques du vivant. Donc dans un robot, par exemple, on n'aura pas de neurones composés avec les mêmes éléments chimiques que ceux d'un cerveau humain. Donc si on parle du cerveau en tant qu'organe véritablement tel qu'il est dans le corps d'un animal, dans le corps de la plupart des animaux, évidemment aucun des robots n'a un cerveau d'une certaine manière. Maintenant, il y a un certain nombre de robots qui vont avoir des systèmes de contrôle de leurs actions en fonction de ce qu'ils ont dans leur mémoire et de ce qu'ils perçoivent, qui vont être basés sur des modèles mathématiques des neurones et des réseaux de neurones qu'on observe chez les êtres vivants. Donc on pourra peut-être appeler ça, par exemple, un cerveau. Mais on va aussi avoir des robots
pour lesquels le contrôle, le traitement de l'information sensorielle, la planification du comportement par exemple, l'apprentissage lui-même ne va pas du tout être basé sur la modélisation mathématique des neurones, de l'implémentation biologique, mais basé sur une compréhension fonctionnelle d'un petit peu plus haut niveau, un petit peu plus abstraite. Ça va être des choses basées sur des mathématiques appliquées ou même parfois du traitement symbolique de la logique. Et encore une fois, ces systèmes-là vont pouvoir contrôler le comportement, voire même l'apprentissage, le raisonnement d'un robot. Donc peut-être, si cette fois-ci on regarde le cerveau comme un élément fonctionnel, on va pouvoir appeler ça un cerveau. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que parfois, il y a des robots qui sont capables d'actions complexes et coordonnées. Donc par exemple, des robots avec 2 jambes, des robots bipèdes capables de coordonner le mouvement de leurs jambes pour avancer tout en maintenant leur équilibre et qui ne sont pas équipés par exemple d'un processeur capable de faire des opérations mathématiques ou informatiques pour traiter voilà, ce qui pourrait être perçu par les senseurs, qui ne sont même pas alimentés électriquement. Ce sont ce qu'on appelle par exemple les marcheurs dynamiques passifs. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces robots-là? C'est que le comportement est le résultat de l'interaction entre la géométrie et les matériaux du robot, qui comprend par exemple des ressorts, des élastiques, et puis les lois de la physique. Et en fait, on s'est aperçu justement en construisant des robots que le corps, les propriétés matérielles et géométriques du corps, pouvaient avoir un rôle extrêmement important pour générer du comportement et même du comportement adaptatif, c'est-à-dire être capable, par exemple, dans la marche, de s'équilibrer même s'il y a des petits obstacles. Et ça, c'est intéressant parce que ça amène à un point de réflexion qui fait réaliser que si on s'intéresse au cerveau non pas comme un organe, mais comme le système de contrôle du comportement, de l'apprentissage, de la cognition, alors le cerveau ne se réduit pas à l'organe cerveau. Plutôt le comportement, ou entre guillemets ce qu'on pourrait de manière dans le vocabulaire du quotidien appeler l'intelligence, est le résultat de l'interaction entre un certain nombre de calculs internes, par exemple faits par un système nerveux, mais aussi de son enveloppe corporelle, qui comprend un certain nombre de systèmes chimiques non nerveux, et puis des systèmes physiques, avec des géométries particulières, et puis l'environnement qui comprend d'abord effectivement un certain nombre de structures physiques relativement complexes, et aussi une structure sociale. Et c'est là qu'on en arrive à la dernière chose, c'est qu'un cerveau tout seul, d'un point de vue fonctionnel, ça ne veut pas dire grand-chose, bien souvent. En particulier pour les sociétés d'animaux ou les sociétés de machines sociales. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie des comportements d'adaptation qui ne sont pas entièrement encodés dans un seul organisme, mais qui ne sont produites que par l'interaction de plusieurs organismes les uns avec les autres. Une machine peut être sociale? Une machine peut être sociale dans le sens où elle est intégrée à une population de machines qui interagissent soit, on va dire, involontairement, c'est-à-dire par le biais de l'environnement, un petit peu comme les sociétés d'insectes sociaux, comme par exemple certaines espèces de fourmis qui vont interagir en déposant des substances chimiques, par exemple sur le sol, et qui va coordonner un petit peu leur action, ou soit de manière plus volontaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des machines qui ont un modèle du fonctionnement des autres machines et qui vont être capables de coordonner leur action pour résoudre une tâche donnée, ou même qui vont être capables d'inventer, de créer ensemble des objets culturels, par exemple une langue. Donc il y a un certain nombre d'équipes de recherche dans le monde qui travaillent à la question de comment est-ce qu'une population de machines est capable d'inventer des mots nouveaux leur permettant de catégoriser le monde qui les entoure d'une manière qui leur est propre. Et ces travaux ont d'abord été faits pour modéliser justement la formation et l'évolution des langues chez les humains. C'est-à-dire que le robot ou la machine peut vocaliser, peut créer elle-même ses propres mots. Voilà, tout à fait. Développer, Alors, il y a plusieurs choses. Il y a par exemple la capacité à vocaliser, donc à produire des ondes sonores qui vont servir de forme linguistique. Et puis il y a la capacité à créer des catégories sémantiques, c'est-à-dire par exemple à décider que cette couleur-là
eh bien, elle va correspondre à une sorte de boîte dans l'espace des couleurs qui va être différente de la couleur, par exemple, qui est ici. Et par exemple, on sait que chez les humains, différentes cultures linguistiques vont organiser les catégories des couleurs de manière différente. Il y a évidemment le système sensoriel de la vision contraint fortement la manière dont on va percevoir les couleurs, mais par-dessus, il y a une couche culturelle qui rajoute ou qui efface un petit peu certaines on va dire, différences et qui sont véritablement l'invention d'une langue, le résultat de la création et de l'évolution d'une langue. Et on peut construire des machines qui sont capables de cette même évolution culturelle. D'accord, on n'est pas dans la science-fiction là. Pas du tout. Dans la réalité. D'accord. Mais, Vous parlez d'interaction. Qui interagit avec qui? C'est les robots qui interagissent avec les hommes? C'est les robots entre eux? C'est les hommes avec les robots? toutes les configurations sont étudiées. On s'intéresse à la question de comment est-ce qu'une population de robots sans hommes peut créer une convention linguistique, par exemple, mais on s'intéresse aussi à la question de comment est-ce qu'un robot qui interagit avec un humain peut apprendre au fur et à mesure de son expérience et de cette interaction avec l'humain, eh bien, les conventions de comportement, les conventions linguistiques, les conventions sémantiques qu'utilise cet humain. Du côté des animaux, il y a la même communication, sans parler forcément de vocalisation. Est-ce qu'il y a des communications quelconques Entre les animaux? Entre les animaux? Oui, bien sûr. Dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est des relations entre les individus, des intelligences partagées entre eux. C'est clair. Si je peux revenir un tout petit peu dans ce que vous avez dit, je crois que les deux parties, robots ou animales, sont relativement parfaitement parallèles. Parce que les robots qui n'ont pas de processeur, qui marchent avec des ressorts et des élastiques, vous avez un certain nombre d'organismes qui n'ont pas de cerveau, mais qui vont quand même manger, qui vont quand même vers la lumière, qui vont quand même, donc qui fonctionnent et qui survivent parfaitement, qui sont parfaitement adaptés. Ça, c'était une chose. Et je reformulerai ou j'insisterai sur la question de un ou plusieurs cerveaux. Il est clair que chez l'animal, la masse cerveau, la masse n'a que relativement peu d'intérêt. C'est sa fonctionnalité qui lui donne son intérêt. Mais est-ce que donc ce que j'ai dit un peu au début, c'est qu'il y en avait un cerveau. Et j'ai pas bien compris si les machines pouvaient en avoir éventuellement plusieurs. J'ai eu l'impression que c'était aussi un qui revenait coiffer les différents dispositifs. Alors en fait, comme je le disais, c'est une question un petit peu compliquée parce que ça dépend justement de la définition qu'on va prendre du cerveau, en particulier si on se place d'un point de vue, on va dire, fonctionnel. Parce que par contre, si on se passe justement d'un point de vue plus, on va dire, organe dans le sens implémentation physique, alors il se trouve que oui, les machines, il y a un certain nombre de machines qui peuvent avoir des différentes parties. Alors après, justement une autre difficulté justement quand on essaie de répondre à cette question, quand on s'intéresse aux machines, et à la limite peut-être justement ça pose aussi la question chez les êtres vivants, c'est où est la frontière entre justement ce qu'on appelle le cerveau et puis le reste du corps. Le reste du système nerveux déjà. Et déjà le reste du système nerveux. Alors c'est vrai que si on parle d'une manière un peu plus générale, on va utiliser souvent cerveau pour système nerveux. Comprenant avec le cerveau, chez l'homme, enfin chez les mammifères, la moelle épinière, les systèmes, jusqu'au système effecteur et récepteur, qui ne sont pas à proprement parler le cerveau, mais c'est quelquefois on utilise ce mot cerveau un peu d'une façon plus générale pour sa fonctionnalité et son rôle de commande, pas forcément, mais au moins de surveillance de ce qui se fait ailleurs, dans le système nerveux.
Oui, c'est un peu réducteur de le dire comme ça, parce qu'un cerveau, un cerveau de mammifère, c'est composé à 3 parts égales. 1, les neurones. 2, la glie. 3, la circulation. Et c'est des volumes à peu près identiques. C'est-à-dire que les neurones ne constituent que un tiers, en gros, un tiers du volume d'un cerveau. Et ne constituent pas la majorité des cellules nerveuses. C'est-à-dire que les glies sont plus nombreuses que les neurones. Et pas mal de fois plus nombreuses dans un cerveau, dans un système nerveux, disons. Et j'ai bien dit les glies, pas la glie, parce que ça, c'est quelque chose qu'on soupçonnait déjà, je dirais, il y a 10 ans, mais qui évolue assez vite, c'est leur rôle possible. Il y a encore une dizaine d'années, on pensait que c'était un peu... ils faisaient le ménage et les éboueurs. Et ils portaient les plateaux repas, à la limite, ils aidaient. Maintenant, je ne sais pas quelle image utiliser pour... ils seraient plutôt... ils auraient plutôt comme rôle l'assistante de direction, à côté du neurone. Donc, Ils aident à la transmission du message. Et à beaucoup d'autres choses, en particulier dans la construction des réseaux, des réseaux de neurones, dont on a dit 2 mots, qui sont la base fonctionnelle du cerveau. Un neurone tout seul, ça vaut rien. Ça vaut que par ses connexions et son réseau, sa place et son intégration dans le réseau. La qualité d'un cerveau fonctionnel, c'est la qualité du réseau qui s'est constitué au cours du développement de l'épigénèse, justement. Et c'est avec ce réseau, avec cette fonctionnalité, que le neurone prend un sens vrai. Mais il est loin d'être le seul, maintenant, je dirais, en jeu ou en cause, en particulier dans le développement. Et pour donner juste une image de neurones et glies, tout le monde, enfin beaucoup de gens connaissent dans les axones longs, les neurones à axones longs. Pour un neurone, après, on a des gaines de myéline constituées par des cellules de Schwann, qui isolent entre eux les câbles électriques, disons. C'est une manière un peu schématique de le dire. Pour un neurone, en gros, chez les grands mammifères, chaque cellule de Schwann isole sur quelques millimètres. Donc vous voyez le nombre, et ça c'est une glie. Enfin, c'est le nombre qu'il va y avoir quand les axones sont un peu longs. Pour un neurone, c'est des centaines. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, les glies? Les glies, c'est la deuxième catégorie de cellules nerveuses. Il y a des neurones, des glies. Et dans les glies, alors bon, il y en a plusieurs types. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les... Bon, il y en a 3, 4, 5. Bon. Ça c'est un domaine qui est relativement en évolution, important, me semble-t-il. Dans le fonctionnement d'un système nerveux et dans le développement. Là, il y a eu des choses récentes assez importantes. Bon, ça va. Dans un robot, il y a un certain nombre d'éléments matériaux et physiques,
qui sont de nature assez différente, et qui peut-être d'un point de vue fonctionnel peuvent effectivement correspondre aux briques de base cellulaires d'un organisme, mais qui dans un robot vont être très différentes. Ça va être dans les processeurs, ça va être des transistors. Ou des composants électroniques de ces familles-là. Et puis on va avoir aussi dans les moteurs eh bien des bobines qui vont un petit peu faire la même action que les muscles. Ou alors maintenant on a des robots qui sont composés qui ont des actuateurs ou enfin, c'est un mot pour dire des sortes de dispositifs pour produire du mouvement qui utilisent de l'air comprimé. Pour recréer par exemple des dynamiques qui ressemblent à celles des muscles, mais qui ne vont pas être composées avec des cellules musculaires. Elles vont être composées avec d'autres matériaux totalement artificiels, bien souvent, mais qui vont réutiliser un certain nombre de principes. Par exemple, dans les muscles pneumatiques, ça va permettre la contraction et l'extension on va dire de parties qui vont avoir à peu près la même fonction que les muscles humains. Et puis après, ça c'est le substrat physique. Mais par-dessus le substrat physique, par-dessus par exemple les transistors, il va y avoir des programmes informatiques qui vont fonctionner. Des algorithmes, c'est-à-dire des méthodes pour traiter l'information qui va venir des senseurs, donc par exemple de la caméra, du micro, des senseurs de toucher, et puis pour produire, calculer en résultat eh bien, des actions, des mouvements à réaliser. Et ça, c'est fait par un programme informatique qui s'abstrait du niveau du transistor. On va utiliser des langages de programmation qui vont permettre par exemple de construire des réseaux de neurones artificiels. Par exemple, de modéliser un neurone comme une sorte de boîte qui reçoit un certain nombre d'impulsions électriques simulées et qui va faire des calculs relativement compliqués et puis qui en sortie va envoyer des impulsions électriques vers d'autres boîtes de ce même type. Et ça, cette modélisation-là, elle se fait vraiment à un niveau d'abstraction qui n'a plus grand rapport avec le niveau des transistors, à tel point même que les spécialistes de la modélisation neuronale, ce sont bien souvent plutôt des mathématiciens et qui savent utiliser un langage de programmation pour faire tourner ce genre de modèle mathématique, mais qui ne connaissent pas forcément le détail du fonctionnement du processeur sur lequel va fonctionner ce programme. Et donc il y a un niveau d'abstraction dans lequel il va aussi y avoir des briques élémentaires qui est presque d'une certaine manière découplé logiquement du substrat physique. Et puis après, par-dessus ça, là par exemple, on parle de modéliser des neurones individuellement, et puis on va pouvoir modéliser des groupes de neurones, par exemple, qui vont réaliser des fonctions particulières, et puis il va y avoir des gens qui vont prendre par exemple des modèles qui ont été développés par d'autres collègues et qui ne vont pas véritablement les reparamétrer ou beaucoup les changer, ils vont les considérer un petit peu comme des boîtes déjà toutes prêtes, et puis ils vont s'intéresser à construire des méga réseaux à partir de ces réseaux-là, et donc ces boîtes-là vont encore une fois servir de briques élémentaires. Donc on peut voir dans une machine l'organisation du fonctionnement à partir de briques élémentaires qui s'échelonnent sur vraiment plusieurs niveaux d'abstraction en fait. Oui. On avait fait une tentative en 99 là, justement de faire ce qu'on avait appelé les mondes pour les animaux, mais qui était que dans un cerveau, on avait fait 3-4 niveaux. Bon. Et il y a des choses qui fonctionnent de façon simple, parfaitement automatique. C'est une boîte assez simple. C'est pour l'escargot, c'est se monter quand il passe à l'ombre pour aller prendre la feuille. Mais pour nous, c'est la régulation de notre diamètre pupillaire. C'est quelque chose qui fonctionne. C'est une boîte très simple. Et à ce propos, on insistait aussi sur le fait que nous avons encore un cerveau qui fonctionne comme celui du premier degré, c'est-à-dire de la plisie ou de l'escargot. Et
un degré au-dessus, ça va être l'organisation de réseaux dans la moelle qui vont pas, alors là, avec une entrée sensorielle, une intégration, une sortie, et qui vont fonctionner parfaitement autonomes. Mais ils sont d'un étage au-dessus, ils sont dans la moelle, c'est la marche, c'est des choses comme ça. Mais avec un étage encore au-dessus qui va veiller en permanence à ce que ça fonctionne comme il faut. Quand ça ne fonctionne plus comme il faut, hop, on intervient, on régule, on favorise une chose, on inhibe, beaucoup, on inhibe depuis dans le cerveau. On inhibe de plus en plus. Il semble que ça fonctionne beaucoup plus par inhibition que par système positif d'excitation. Donc on retrouve un peu ces niveaux que vous venez d'évoquer pour les machines. On peut donner justement des exemples de chacun de ces niveaux un peu justement. Donc le premier c'était les réflexes, c'est ça? Oui, le premier c'était un monde de réflexes. C'est des choses très simples. Chez nous par exemple. Chez nous? Oui. Il y a celui-là. Le réflexe rotulien. Le réflexe rotulien, il y a la pupille. Alors là, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça se fait sans que les niveaux supérieurs soient intervenus. Mais ça s'inhibe. Oui. On peut l'empêcher. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles il faut l'empêcher. Il y en a qui ne s'empêchent pas. Les yeux, ça, je crois qu'on a beaucoup de... Volontairement, on doit pas. C'est quoi ce réflexe? Vous pouvez le... Pardon? Le réflexe pupillaire. Augmentation du diamètre pupillaire quand on passe à l'ombre, ou rétrécissement quand on passe de l'ombre au soleil. La pupille se contracte. Et ça, je crois qu'on ne peut pas beaucoup le... Alors, il est sous contrôle du flux lumineux, mais pas uniquement du flux lumineux, mais même dans les autres cas, c'est très difficile de le contrôler. Il est sous le contrôle aussi des émotions, par exemple. Bon. Ça, c'est peut-être un petit peu plus contrôlable volontairement, mais c'est quelque chose qui trahit souvent un comportement, alors que le reste du comportement, je dirais, est inhibé. La pupille, hop. Alors les mêmes facultés, ça serait compliqué de le dire parce que je pense qu'on est encore loin de comprendre toutes les facultés de mémorisation de l'humain. Mais par contre, c'est évidemment essentiel, la mémoire c'est essentiel, y compris pour le fonctionnement d'un robot doté de capacités cognitives minimales. On peut avoir des robots extrêmement simples qui vont avoir un comportement totalement réactif et sans mémoire. Alors un comportement totalement réactif, ça va par exemple être un petit robot qui va avoir des capteurs de lumière, et puis ces capteurs de lumière vont être directement reliés à ces moteurs de manière à se rapprocher par exemple des sources de lumière et puis d'éviter l'ombre. Et on va pouvoir générer avec des architectures aussi simples que ça d'ailleurs, des comportements un petit peu sophistiqués qui vont ressembler à ceux des insectes phototropes, mais on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin avec ce genre d'architecture. À partir du moment où il faut un comportement un petit peu complexe, il faut être capable d'accumuler quelque part dans l'organisme, dans le cerveau par exemple, eh bien, une trace des percepts qu'on a, eh bien, qui ont été mesurés il y a quelques minutes, quelques heures auparavant pour pouvoir essayer de prédire ce qui va se passer. Et à une autre échelle de temps, il faut être capable de se souvenir d'un certain nombre d'expériences passées pour se construire par exemple un modèle des conséquences de ces actions, un modèle de la topologie, de la carte d'un environnement pour pouvoir s'y déplacer. Ça, ce sont des éléments élémentaires de mémoire que des animaux relativement simples d'ailleurs sont capables de faire et qui équipent beaucoup des robots qui existent aujourd'hui. Maintenant, il y a des manières de construire des mémoires qui peuvent être extrêmement différentes probablement de la manière dont les animaux se construisent des mémoires. Dans le domaine justement par exemple de l'apprentissage automatique ou des architectures cognitives, eh bien on s'est aperçu qu'on pouvait imaginer des architectures de mémoire
avec des grandes diversités. Par exemple, il y a des grandes familles, par exemple, il y a des mémoires qui vont être totalement distribuées. C'est-à-dire que par exemple, quand un robot va se balader dans un environnement et essayer de s'en construire une carte ou d'essayer de savoir qu'est-ce qui apparaît ou comment un objet bouge quand il produit un mouvement, eh bien ça va changer la structure de son réseau de neurones artificiels un petit peu partout, par exemple. Et quand il va falloir reconstruire bien une scène à partir de sa mémoire, eh bien on va activer beaucoup de parties du cerveau en interaction, du cerveau artificiel. Mais on peut aussi construire dans des machines des mémoires qui vont être beaucoup plus localisées. C'est-à-dire que par exemple, on va se balader dans un bâtiment et puis telle partie du bâtiment va être stockée à un endroit de manière bien explicite, et puis une autre partie du bâtiment va être stockée à un autre endroit. Et quand on va être dans cette partie-là du bâtiment et qu'on va modifier notre modèle, notre mémoire de cette partie-là, on va modifier cette partie-là de notre cerveau artificiel et pas l'autre. Donc ça, c'est une autre organisation et chacune a des propriétés différentes. D'accord. Mais je crois que par rapport à la manière dont vous avez posé la question, si je peux me permettre cette remarque, il ne faut pas parler, je crois qu'on ne peut pas parler chez l'homme ou chez les animaux de la mémoire. C'est les mémoires. Parce que, comme vous venez d'en parler, les mémoires, elles sont stockées déjà à des endroits différents dans le cerveau, suivant les types de mémoire. Il y en a qui sont immédiates, il y en a qui sont plus à long terme, il y en a qui résultent de l'expérience, il y en a qui sont parfaitement automatiques. Hein. Vous avez appris à faire du vélo, enfin je le suppose. Ça, c'est stocké là dans votre cervelet derrière, et vous savez le faire pour la vie. Ça s'oublie pas, ça. Apprendre à nager, marcher, c'est un type de mémoire qui fait que. Donc il y a des mémoires. Je crois que c'est. Chez les oui, tout à fait, chez les animaux. Et ça, c'est parfaitement. Tout à fait, c'est très parallèle. Chez les animaux, comment ça fonctionne Chez les animaux, c'est pareil. Il y a aussi des mémoires. Alors, suivant la catégorie. Alors, c'est vrai que l'aplysie ou le rotifère. Le rotifère sont des tout petits animaux. Qui vivent dans l'eau, dans les mares, dans les flaques d'eau, dans des choses comme ça, et qui ont une roue de cils devant, et qui ont des comportements, ils sont très amusants d'un certain point de vue, parce que quand on parle de cerveau, ils ont un petit groupe de neurones, mais c'est quelques milliers, hein, ça va pas loin. Quelques centaines ou quelques milliers suivant les espèces. Et ces animaux, quand on... Parenthèse un peu amusante, quand on essaye de parler de gros cerveau, de qui a le plus gros, de comment on a... si on prend comme un des critères, parce qu'on peut en prendre plein pour parler de gros cerveau, un critère qui est le nombre de ces neurones par rapport à le nombre de cellules qu'ils vont avoir à gérer, c'est-à-dire le nombre de l'organisme, de cellules de l'organisme. Eh bien, ils sont les premiers. Ils sont les premiers en ce sens qu'il y a 200 neurones pour 2000 cellules. Et nous, on est très loin d'être à ce niveau de rapport. C'est parenthèse close pour le... Et donc, sont des animaux qui ont des comportements dans lesquels on va pouvoir modifier quelque chose. Donc à partir du moment où on va modifier un quelque chose, il va y avoir une mémoire. Mais cette mémoire, elle est d'une simplicité terrible. Puisqu'on est pas loin du bassin d'Arcachon, l'aplysie, qui est l'escargot de mer, a un siphon qui lui permet de... Si on touche, il rétracte. Une fois. Vous touchez une deuxième fois, il rétracte. Troisième fois, il rétracte un peu moins. Et puis, il va s'habituer. Donc là, il y a un début de processus de mémoire. Apprentissage, on peut dire. Apprentissage, parce qu'il y a eu mémorisation des contacts précédents. Mais
bon, ça dure qu'un temps, et nous, on a aussi ce type de mémoire. Hein. Elles sont très différentes suivant les animaux. Il y a des normes écarts ou pas? Oui, c'est clair. On vient de parler de ça, de la plisie. Par contre, si vous prenez, ça c'est le laboratoire de Chichery à Caen qui montrait ça, sur des sèches. Alors, est-ce que c'était des sèches ou des calmars? Je crois que c'est des sèches. À vérifier. Les sèches ont des capacités de mémoire qui sont assez importantes et au fur et à mesure de leur développement, il y a un lobe affecté, lobe pour la mémoire. C'est un relativement très gros cerveau, hein, la sèche. Ne pensez pas que c'est un mollusque comme une huître. C'est un très gros cerveau, très complexe, qui fonctionne avec des comportements, qui régulent des comportements très évolués. C'est le détour ou des choses comme ça, ce sont des choses qui apparaissent à 4 ans, ou quelque chose comme ça chez l'homme. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas... Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le processus de détour? Le détour, pour beaucoup d'animaux, la sèche, elle chasse des crevettes. Si la crevette, la sèche voit un certain environnement, une crevette, on va suivre cette crevette, elle disparaît. Pour beaucoup d'animaux, la crevette disparaît, elle n'existe plus. Terminé. Ah, c'est fini. Il n'y a plus la source de nourriture. La sèche, elle, va être capable dans son cerveau, d'établir une carte un peu mentale de l'espace. S'il y a un caillou et que la crevette est partie derrière, elle est capable de concevoir que la crevette, c'est pas qu'elle n'existe plus, c'est qu'elle est cachée par un objet, donc gérer cet espace, et elle est capable la crevette s'étant réfugiée derrière le caillou et attendant éventuellement la sèche par là, de faire le tour pour la prendre par derrière. Ça, c'est chez l'enfant, quand un gros arbre, deux gosses qui tournent autour chacun, à un certain âge, il y en a un qui peut s'arrêter pour prendre l'autre. Ça, c'est le détour. Alors, il y a peut-être d'autres... c'est quelque chose qui est assez bien établi dans le développement de l'enfant, chez le singe. Mais il y a des animaux dont on ne s'attend pas trop à ce qu'ils aient ce genre de capacités comportementales qui sont quand même déjà évoluées. Alors en fait, pour moi et je pense pour un certain nombre de mes collègues, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence. Et probablement que c'est la même chose pour beaucoup de personnes qui étudient le cerveau à la fois en sciences du vivant ou en sciences humaines. Mais justement, probablement que l'utilisation, la construction, la mise au point de robots et leur expérimentation, ça peut être une manière de reposer cette question, de reposer la question de qu'est-ce que l'intelligence ou comment il serait utile de définir l'intelligence. Parce qu'un robot, par définition, c'est un organisme dans lequel on connaît tous les composants et dont on peut observer évidemment aussi le comportement. Et donc, à partir du moment où on va avoir une entité artificielle dont on connaît tous les composants et dont on va pouvoir observer le comportement, on va pouvoir poser une question précise qui est, étant donné ce système que l'on connaît entièrement, est-ce qu'il nous semble utile, par exemple, d'appeler telle partie du système ou tel aspect de son comportement
par exemple, de l'intelligence spatiale, de l'intelligence émotionnelle, ou même, par exemple, parce qu'on parle d'intelligence, mais la même question se pose pour les émotions, qui est un mot qui prend des sens très variés en fonction Les machines peuvent avoir des émotions? Alors, encore une fois, je vous répondrai plutôt en disant il existe un certain nombre de machines qui reproduisent des mécanismes qui, par exemple, ont été mis en avant par certains biologistes des émotions, des mécanismes de transmission chimique pour contrôler le comportement, quand par exemple l'organisme s'aperçoit qu'il s'éloigne de ce qu'on va appeler des zones de viabilité, par exemple il s'aperçoit qu'il a bientôt plus d'énergie, ou il a eu un choc physique important, ou alors des mécanismes qui permettent de produire un comportement, par exemple une expression faciale qui va permettre de signaler son état interne à des partenaires sociaux. Il y a un certain nombre de biologistes qui étudient ce que dans le langage de tous les jours on va appeler les émotions et qui utilisent ces mécanismes élémentaires. Avec un robot, on va pouvoir reproduire ces mêmes mécanismes et là, on va les intégrer dans une architecture dont on connaît tout. Et là, on va pouvoir poser la question, on pose la question d'une certaine manière, finalement le produit de beaucoup des recherches en robotique qui s'intéressent au parallèle avec le vivant, c'est pas tellement d'apporter des réponses, c'est plutôt d'apporter des outils pour formuler des questions d'une manière un petit peu différente et parfois plus précise que ce qu'on avait réussi à le faire pour le moment. Et donc là, avec ce robot-là, on va pouvoir dire, voilà, tout le monde peut observer ce qu'il y a dedans. Est-ce que nous jugeons utile d'appeler ça des émotions? Et par exemple, il se peut que de temps en temps, en observant ce robot, finalement, effectivement, tout le monde se mette d'accord sur le fait que ça paraîtrait quand même étrange et bizarre de dire qu'il a des émotions. Et néanmoins, il reproduit mécanistiquement, par exemple, la plupart des mécanismes mis en avant, par exemple par un biologiste comme Damasio, qui a sa propre vision des émotions, ou comme un autre biologiste. Et donc, quelle est la conséquence? Ça veut dire que c'est un message vis-à-vis d'une théorie des émotions particulière, en biologie ou en sciences humaines, qui dit, finalement, peut-être qu'il faut raffiner cette théorie, qu'il faut essayer de trouver des mécanismes complémentaires, parce que si on s'y restreint, on aboutit à un comportement pour lequel il semble finalement pas si adapté que ça de l'appeler des émotions. Ou parfois c'est le contraire, parfois on va s'apercevoir qu'effectivement en discutant les uns avec les autres, peut-être il est utile de dire que la machine dispose de cette capacité par exemple qu'on pensait spécifique aux êtres humains. Par exemple, tout à l'heure on parlait de machines qui collectivement créent une langue. Ça semble relativement raisonnable de dire que certaines de ces machines ont une forme de culture très élémentaire, beaucoup moins sophistiquée que celle des humains évidemment, mais ont néanmoins une forme de culture qui évolue. Oui, enfin, je pense qu'on peut parler d'intelligence, mais pas. Je ferai d'emblée une coupure complète par rapport à ce qu'on peut mettre dans le mot intelligence pour l'homme. C'est-à-dire, une intelligence, si c'est des comportements parfaitement ou le mieux adaptés à des situations, les animaux, dans un monde qui est le leur, sont performants, plus ou moins performants suivant les individus, et de fait, il va y avoir donc, si on veut, des individus plus performants avec des comportements un peu mieux adaptés, qu'on va pouvoir qualifier de un peu plus intelligents. Et ces animaux-là, souvent, vont avoir plus de capacités reproductives, parce qu'ils sont un peu meilleurs, un peu plus forts quelquefois physiquement, mais aussi dans leur comportement. Ils vont avoir un peu plus de descendance, c'est ce qu'on peut, je pense, appeler une intelligence chez les animaux. D'ailleurs, tous les hommes, tous les animaux d'une espèce donnée ne sont pas équivalents dans leur comportement, comme tous les hommes ne le sont pas. Même si on veut dire tous les hommes naissent égaux, enfin non, tous n'ont pas la même capacité.
Alors, il semble que non. Il semble que non. Un des arguments qui me vient à l'esprit, c'est la tâche chez les singes qui se regardent dans une glace. C'est quoi cette expérience? Vous mettez, alors que je me souvienne bien, ça date un peu, Je crois que c'est une tâche d'un côté, et ils sont capables, alors que dans le miroir elle va être inversée, ils sont capables d'aller du bon côté pour la prendre, pour l'enlever, pour la toucher. Bon. Donc là, pour ça, il faut avoir, semble-t-il, une conscience de soi. Si on n'a pas conscience de soi, qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer. Oui, c'est pas du bon côté. Ouais. C'est pas. Il faut avoir la conscience que c'est soi qu'on voit dans la glace et que. Bon. Ça, Je pense. Alors ça, c'est. Les singes sont capables de le faire. Alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de le faire. Il est difficile de parler pour moi de conscience de quelque chose parce que je ne sais pas ce que c'est que la conscience. Par contre, il est possible de parler de la capacité à faire la différence entre soi et le non-soi, indépendamment du fait que ce soit conscient ou pas. Et effectivement, par exemple, il y a un certain nombre de roboticiens qui aujourd'hui s'intéressent à la question de savoir comment est-ce qu'un robot qui n'est pas avec des circuits préprogrammés, prédéfinis, lui permettant de faire la différence entre, par exemple, ce qui bouge devant lui, il y a des parties qui sont quelque chose qui, entre guillemets, sont l'émanation de son propre corps directement, et puis il y a des choses qui sont au-delà, qui sont d'ailleurs d'une part les objets physiques, puis des objets un petit peu plus compliqués qui sont les autres. Et effectivement, on commence à comprendre comment certaines architectures d'apprentissage et de perception peuvent permettre à une machine au cours de son développement de progressivement apprendre à faire la différence parmi tous ces percepts entre ce qui relève des conséquences directes de ses mouvements, ce qui relève de son corps, et de ce qui relève de ce qui va plus loin, et à la limite justement de faire la différence aussi entre les objets physiques inanimés et les autres organismes dotés d'une certaine autonomie de comportement. Vous nous avez présenté des machines, des robots très développés. Très développés, non, pas du tout. Il y a aujourd'hui des robots qui sont capables de développement, mais je ne pense pas qu'on puisse utiliser le terme de très développé, quelle que soit sa signification, parce que de toute manière, par exemple, si on compare aujourd'hui les capacités de développement des machines avec celles de mammifères, même beaucoup peut-être, qui ont un développement peut-être même moins riche que celui de l'enfant humain, on en est encore infiniment loin. Par exemple, ou si on regarde juste l'enfant, ce qui se passe dans les tout premiers mois de sa vie, il développe, il apprend un nombre de choses extraordinairement complexes et riches. Les machines aujourd'hui ne sont capables que de montrer certains aspects les plus simples de ce développement. Mais il y a beaucoup d'autres aspects pour lesquels on est très loin à la fois de les comprendre et de les reproduire. Alors en fait, d'abord ça dépend de la culture. Ces machines sont des objets qui, par définition, essaient de faire passer dans des constructions artificielles de l'homme certaines propriétés fondamentales de la nature et des êtres vivants. Et pour des raisons historiques, religieuses, cosmogoniques, intellectuelles, littéraires, complexes au fur et à mesure des siècles, par exemple, aujourd'hui, les Occidentaux, les Européens en particulier, ont de manière générale
une réaction et une conception de ce type de machine qui va être très différente de celle des Asiatiques. Aujourd'hui, en Europe, quand des adultes en particulier sont mis face à ce type de machine, il y a très souvent une réaction d'interrogation, de scepticisme, mais souvent de rejet. Et un rejet qui, d'une certaine manière, traduit le fait que cet objet tombe au milieu d'une frontière entre, d'une certaine manière, l'homme et le reste du monde vivant, qui semblait, dans l'esprit des Occidentaux, clair, net, avec l'homme évidemment bien au-dessus, et qui, d'une certaine manière, prolonge le choc psychologique qui, chez les Occidentaux, il y a quelques siècles déjà, a eu lieu quand on s'est heureusement aperçu que les gens de couleur étaient les mêmes personnes que les personnes blanches, et que donc, par exemple, faire de l'esclavagisme, c'était quelque chose d'absolument horrible et injuste. À ce moment-là, c'était, même chez les intellectuels, à l'époque, les gens qui avaient vraiment une réflexion avancée, c'était pas du tout évident de concevoir que finalement, les gens de couleur et les gens blancs étaient, d'un point de vue biologique, d'un point de vue culturel, très, très similaires. Il a fallu beaucoup de... Et puis ça a été un gros choc psychologique. Puis finalement, d'une certaine manière, malheureusement, il y a une partie de la communauté occidentale blanche, les hommes, qui d'une certaine manière ont trouvé une sorte de refuge. Bon, il y avait quand même encore les femmes dont on pouvait un petit peu se distinguer. Et puis heureusement, l'évolution culturelle a fait qu'on s'est aperçu qu'encore une fois, il n'y avait quand même pas tellement de différence. Et puis il y a eu encore un choc dans la deuxième moitié du XXe siècle, quand justement, on vient d'en parler, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'animaux, par exemple les grands singes, qui partageaient un certain nombre des propriétés dont, on va dire, l'homme blanc pensait qu'il était vraiment distinct du reste de la nature, la conscience, la culture, les émotions, même le comportement politique. On s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'espèces animales pour lesquelles peut-être il y avait en termes quantitatifs des différences, peut-être moins de complexité, mais en termes qualitatifs, la différence était beaucoup plus floue. On reste dans le domaine des espèces vivantes. Exactement, on reste dans le domaine des espèces vivantes, mais il y a une certaine progression. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, certaines machines qui commencent à apparaître prolongent ce choc psychologique par rapport à la construction historique, religieuse, cosmogonique de l'Europe, des Européens au fur et à mesure de l'histoire. Aujourd'hui, on en arrive à montrer des machines qui montrent, de manière infiniment plus simple, mais néanmoins montrent qualitativement certains aspects, encore une fois, de ce qu'on pensait unique, non seulement unique au vivant, mais unique à l'homme. Des éléments de langage, des éléments de culture, par exemple. Et donc, évidemment, ces objets arrivent véritablement sur cette frontière qui permettait auparavant à l'homme européen de se définir. Donc c'est pour ça que ça provoque des réactions parfois compliquées. D'une certaine manière, les robots sont des objets philosophiques, des objets à poser des questions philosophiques sur soi-même. En Orient, les choses sont très différentes. La culture fait que depuis longtemps, les Asiatiques ne se pensent pas au sommet d'une pyramide avec une séparation nette avec le reste du monde vivant et du monde tout court. L'homme est au milieu d'un réseau complexe d'organismes, d'entités en interaction. Et cela inclut d'ailleurs le fait plus général qu'il n'y a pas d'opposition aussi fondamentale qu'en Europe entre la nature et la culture, entre le naturel et l'artificiel, qui est aussi quelque chose de très prégnant en Europe. Et c'est pour ça, par exemple, que d'un point de vue, par exemple, très, très pratique, on va pouvoir voir au Japon des comportements comme,
fêter, les Japonais vénèrent beaucoup les forêts, ce que nous on appellerait la nature en général. Et par exemple, quand vient l'automne, pour se rappeler de tous les jolis feuillages de l'été, eh bien on accroche dans les rues des villages et dans les rues des villes des guirlandes avec des petits bouts de plastique de toutes les couleurs. Et pourquoi on fait ça? C'est pour rendre hommage à cette nature de l'été qui vient de disparaître et dont il va falloir encore attendre une année avant qu'elle revienne. On accroche des bouts de plastique. Ça nous paraîtrait étonnant d'accrocher des bouts de plastique dans les rues pour... C'est la même chose pour, par exemple, le fait de construire des fontaines à la japonaise qui essayent de reproduire totalement artificiellement le chaos naturel qu'on observe par exemple dans les forêts, qui s'oppose d'ailleurs beaucoup aux fontaines européennes. Par exemple à Versailles, des manières de construire des sculptures aquatiques totalement, on va dire, non naturel pour exprimer la capacité de l'homme, d'une certaine manière, à dominer la nature, à être au-dessus, à la contrôler. Au Japon, on va, et de montrer explicitement le caractère de l'homme par-dessus. Au Japon, on va essayer de construire des fontaines qui vont totalement cacher l'artifice, mais en même temps, tout le monde le sait que c'est une fontaine artificielle. Et tout le monde sait que c'est une construction qui est là pour rendre hommage à la beauté de la nature. Et de la même manière, la plupart des gens qui construisent des robots, qui s'intéressent aux robots au Japon, eh bien, pour eux, c'est en même temps que d'être une activité scientifique, c'est aussi une activité poétique d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est une manière de rendre hommage aux merveilles de la nature et du monde vivant que de construire des machines qui reproduisent, qui simulent, qui modélisent certains aspects du vivant. Et c'est perçu comme tel par la population dans son ensemble. Quand les Asiatiques, les Coréens, les Japonais, eh bien, on leur présente un robot humanoïde qui va mimer un certain nombre de comportements du vivant, plutôt que d'avoir une réaction de rejet, la réaction va être plutôt positive et même souvent esthétique. C'est-à-dire tout de suite on va comprendre que c'est une sorte de sculpture animée qui véritablement rend hommage à la nature. Donc véritablement il y a vraiment un point de vue très très différent. C'est sûr qu'on ne communique pas de la même manière. C'est sûr que l'homme sait de longue date et encore même maintenant se considère comme le sommet de la pyramide, de la pyramide de l'évolution. Donc au sommet des espèces, et en oubliant tout le temps que les espèces c'est un arbre et que nous ne sommes que le bout d'une branche. Et puis qu'il y a plein d'autres bouts de branches avec les animaux qu'on a maintenant, qu'il y a eu des branches qui sont des branches mortes. Et alors c'est vrai que ça peut changer le rapport qu'on a aux animaux. Alors le rapport, je dirais, intellectuel que l'on a aux animaux, qui peut être différent du rapport sentimental qu'on a aux animaux, ou émotionnel qu'on a avec les animaux. C'est deux choses à voir peut-être différemment. Arriver à décoder, j'espère qu'on va y arriver, je vais faire un commentaire peut-être très dur avec les essais d'apprentissage de langage qui soient gestuels ou autres avec les singes. Ça me paraît d'un certain côté une aberration. Une aberration parce que ça relève d'un anthropocentrisme évident, et là-dessous, il y a l'idée que le singe est peut-être pas encore tout à fait assez évolué pour être un homme, mais que si on l'aide un petit peu,
il peut apprendre un langage humain, mais le singe, c'est pas un homme, c'est pas un sous-homme, c'est une autre espèce. C'est une autre espèce qui a d'autres systèmes de communication, Pourquoi vouloir essayer de prouver que le singe est presque un homme? Là, il y a quelque chose qui pour moi, cloche, je dirais, familièrement, dans essayer ce type d'expérience. Alors, que l'on essaye de comprendre les sociétés de singes, ok. Alors, en se mettant à la place des singes, ça par contre, c'est déjà beaucoup plus difficile, parce que le cerveau de l'homme, c'est pas le cerveau du singe, enfin, le système nerveux de l'homme, c'est pas, enfin, le cerveau de l'homme n'est pas le cerveau du singe, et que pour l'instant, c'est pas facile de s'extraire de notre propre cerveau pour essayer de se mettre à la place d'un autre. Et là, peut-être que l'intelligence artificielle, la robotique pourront nous apporter un certain nombre de choses. Et on peut faire la comparaison justement avec la robotique. Pourquoi faire des machines, des robots humanoïdes? Pourquoi essayer de coller Alors en fait, il y a un parallèle qui est effectivement, enfin, peut-être pour revenir plus précisément à ce que... il est évidemment, moi je pense effectivement qu'il est... les expériences dans lesquelles on essaye d'apprendre le langage humain à des singes, probablement qu'elles sont intéressantes de certains points de vue, mais en tout cas il est clair que si on observe que les singes, par exemple, ne sont pas capables d'apprendre le langage aussi bien que les humains, je pense qu'il n'y a à peu près aucune conclusion à en tirer quant à la complexité de leurs capacités intellectuelles. On pourrait faire l'expérience inverse, on essayait de faire apprendre à des hommes des systèmes de communication des dauphins ou des baleines, et probablement que les hommes s'en tireraient pas beaucoup mieux que les singes dans la situation inverse. Et effectivement, la raison, c'est que le système de communication d'une population d'individus particuliers, il est relatif à une manière de percevoir et de voir le monde. Et la manière de percevoir et de voir le monde, elle dépend entièrement du système nerveux particulier, mais aussi plus généralement du corps dans lequel il est intégré, de l'écosystème dans lequel il est intégré. Il est bien possible que les représentations mentales auxquels sont associés les signaux de communication d'une espèce donnée soient totalement inaccessibles à une autre espèce ou très difficilement compréhensibles parce que justement cette autre espèce est équipée d'un appareil perceptuel et conceptuel différent. Et en fait justement on peut véritablement le toucher du doigt plus précisément cette question-là quand on s'intéresse par exemple à l'acquisition et la formation du langage chez les robots parce que les robots, justement, ils vont avoir un système perceptuel et conceptuel qui est très différent de celui des êtres vivants en général et de celui des humains en particulier. Et on va pouvoir étudier, par exemple, tout à l'heure on parlait d'expériences dans lesquelles des populations de robots vont inventer leur propre système de communication, par exemple permettant d'associer des ondes acoustiques à des référents par le biais d'un système de catégorisation d'une scène. Et bien ça, ce système de catégorisation d'une scène, il va être basé d'une part sur les outils perceptuels qui sont à la disposition des robots, et les outils de traitement de ces percepts. Et donc ça va être par exemple, pas simplement des caméras ou des micros, mais la manière de transformer une image en une représentation interne, par exemple, et en particulier par exemple, mêler des représentations perceptuelles d'une scène avec des représentations motrices, c'est-à-dire par exemple comment on va pouvoir agir sur ces objets. Il est clair que le répertoire perceptuel et moteur d'un robot va être très différent de celui d'un humain, et la conséquence, c'est que le système inventé par les robots, s'il est possible, parce que ce sont des robots, de le décrypter quand on est l'ingénieur qui a conçu ces robots et qui sait exactement comment ils sont conçus, pour un homme qui vient, qui ne connaît rien de ces robots, qui va les observer agir, il peut être très très difficile de comprendre intuitivement et d'apprendre même leur langue. Et vice versa, il y a du coup une difficulté fondamentale qui se pose quand on va essayer de construire des robots capables d'apprendre les éléments de langage de l'humain en interagissant avec lui, pour justement cette raison-là. Et
la direction dans laquelle on essaye de travailler, c'est de comprendre justement mieux chez l'humain quelles sont les représentations perceptuelles qu'il va favoriser pour, par exemple, représenter le sens des mots. Donc, par exemple, les psychologues du développement ou les linguistes eh bien, se sont aperçus que les enfants, quand ils apprennent leurs premiers mots, eh bien, ils entendent par exemple une onde acoustique nouvelle qu'ils n'ont jamais entendue associée à un objet nouveau là, qu'ils sont en train de découvrir. Eh bien, il y a des tas de manières d'interpréter le sens de ce monde. Donc, par exemple, moi, si je vous montre ça, je vous dis ça c'est un oui-boudou. Et vous n'avez jamais entendu oui-boudou, peut-être par exemple vous avez déjà un petit peu joué avec cet objet-là. Et il y a plein de possibilités. Peut-être oui-boudou, ça veut dire l'action de prendre l'objet qui est devant moi sur la table. Peut-être oui-boudou, ça veut dire un objet transparent. Peut-être oui-boudou, ça veut dire un objet de hauteur 12,5 cm. Peut-être oui-boudou, ça veut dire un objet avec un rond ici. En fait, et donc c'est un problème très compliqué et pourtant les enfants le résolvent très bien, ils apprennent les mots à un rythme absolument extraordinaire sans qu'on ait besoin de leur répéter des milliers de fois chaque mot. Et pourquoi ? C'est parce qu'ils ont des sortes de biais cognitifs qui vont les forcer à préférer certaines hypothèses par rapport à d'autres. Donc par exemple, un exemple de biais qui a été identifié par les chercheurs qui s'intéressent à l'acquisition du langage chez l'enfant, c'est de représenter le sens des mots plutôt en termes de ce qu'on appelle les affordants. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là ? Et il se trouve que si un enfant a déjà joué avec ce truc-là ou a déjà observé des gens jouer avec ce truc-là, probablement il peut se dire ça c'est quelque chose dans lequel on met du liquide et après on le met à la bouche et on le boit. C'est ça le sens de oui-boudou, indépendamment de la forme particulière ou du matériau particulier de cet objet-là. Et donc du coup ça veut dire que si on veut avoir un espoir d'établir un minimum de communication sémantique entre une machine et un humain, il va falloir être capable que la machine soit capable un petit peu de réutiliser ses biais et ses heuristiques et par exemple soit capable de se représenter ce qu'elle peut faire avec les objets et encore mieux de ce que typiquement les humains font avec ces objets. Et c'est clair que probablement on n'y arrivera jamais totalement. Par contre, on peut faire un bout du chemin pour essayer de comprendre comment des éléments de communication négociés entre une machine et un humain peuvent se former au cours du temps de telle manière qu'au bout d'un moment, il peut y avoir une coordination efficace de l'action en utilisant ce système de communication. Très bien, merci. Alors, dans ce que vous avez dit, là, je suis ravi. Le titre qu'on avait pris en 2000 pour l'exposition 1000 cerveaux, 1000 mondes correspond bien à ce que vous venez de dire. Et pour l'actualiser, on pourrait dire maintenant peut-être 1001 avec celui du robot. Voilà. Avec celui du robot. Si je peux me permettre, j'aimerais bien, moi, poser une question aussi. Est-ce que dans les robots qui commencent à avoir un certain niveau de complexité, apprendre, mémoriser et autres, créer un langage, j'aurais deux questions. Est-ce qu'ils sont capables de catégoriser, c'est-à-dire d'apprendre les catégories, comme on le fait, les singes catégorisent très bien, aussi bien, sinon mieux que nous, ils répondent plus vite que nous. Et l'exemple du verre, ça peut être une catégorie, contenant d'un liquide. Oui, tout à fait. Les robots sont capables de catégoriser, parce que ça, c'est déjà un processus mental évolué. Hein. Exactement. C'est pas... alors, les robots sont capables de classifier, catégoriser, même pas que les robots, les machines en général. La classification est un domaine absolument immense maintenant, dans plusieurs domaines, on va dire généralisé. Oui, voilà. À partir exactement, à partir d'exemples. Quelques exactement. On généralise. En fait, il y a tout un domaine scientifique qui s'appelle l'apprentissage. On en voit deux, et puis après, on va en connaître très différents. On peut peut-être donner un exemple de catégorisation chez l'animal, peut-être pour... ça, il y a de très belles manips qui étaient faites à Toulouse dans le laboratoire de cognition avec des singes justement, qui catégorisent. On leur apprend tout le protocole expérimental maintenant. On leur apprend à reconnaître quelques objets. Et puis ensuite, on leur passe des séries de diapos, ils doivent répondre très rapidement. Et dedans, il va y avoir des objets
qui peuvent être mis dans la même catégorie, et puis ceux qui ne le sont pas du tout, mais ils ont appris à reconnaître fruits, avec quelques exemples, et puis ils vont être capables de reconnaître des fruits qui pourtant n'ont peu d'apparence semblable, et ça très vite. D'accord. Bon, comme nous sommes capables de faire des catégories, les singes le font. Je pense qu'il y a d'autres animaux maintenant pour lesquels on a démontré aussi qu'ils étaient capables de faire des catégories, à vérifier. Et la deuxième question... Attends, il n'avait pas répondu du coup, parce que j'avais On est juste bloqué, fait un petit oui. aparté, donc du coup je la Alors, catégorise. non, genre juste, enfin, la question de la classification automatique qui permet de entre guillemets, prédire l'appartenance d'un percept à une classe, étant donné juste quelques exemples qu'on a observés par le passé, et donc de généraliser, c'est vraiment un sujet central à la fois du domaine des statistiques et de l'apprentissage automatique. Maintenant, les capacités des machines à classifier sont beaucoup moins versatiles et robustes que celles, par exemple, des humains. En particulier, il y a plusieurs questions dans la classification. Il y a, étant donné des observations perceptuelles, d'exemples particuliers, essayer de comprendre, par exemple, entre les différents exemples, quels sont les invariants qui permettent de identifier la classe. Et on peut faire des statistiques qui vont relativement bien marcher là-dessus. Mais en fait, bien souvent, une partie vraiment essentielle de la tâche de classification, c'est de trouver quelles sont les bonnes mesures, quelles sont les bonnes observations et quelles sont les bonnes représentations à utiliser pour classifier l'événement, l'objet, l'action qu'on observe. Et ça, c'est une question beaucoup plus compliquée parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des machines, elles savent classifier à partir de représentations des percepts qu'on lui donne. Mais elles ont un pouvoir relativement limité de construire des abstractions. C'est-à-dire que par exemple, si on donne à une machine des représentations d'objets visuels en termes de forme, de leur apparence par exemple, eh bien elles vont être probablement capables de catégoriser les objets entre les verres, la table, les fauteuils. Maintenant, si on veut lui faire catégoriser des choses un petit peu plus abstraites, comme par exemple la notion de contenant, la notion d'assise, qui, d'une certaine manière, s'applique à des familles d'objets de formes très très variées. Et bien là, aujourd'hui, la seule manière dont on va pouvoir permettre à faire ça à des machines, c'est de lui donner les bonnes représentations abstraites. Si on lui donne juste les représentations des objets en termes de forme, et aucun outil de connaissance qui permette par exemple, qui lui permette de raisonner sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces objets-là, à partir de ces formes-là, de construire des abstractions, alors elle ne sera pas capable d'apprendre certains types de catégories abstraites comme un contenant, une forme, une assise, voilà. Alors, est-ce qu'il faut, à partir du discours que vous venez d'avoir, faire la différence entre classe, les robots sont capables de le faire, catégorie, pas tout à fait. Est-ce que vous avez changé de mot? Non, en fait, oui, tout à fait. Non, peut-être qu'il y a une petite différence entre classe et catégorie. La catégorie étant peut-être quelque chose de... Non, en fait, je parlais véritablement de... Faire des classifications. Non, je parlais véritablement de catégories et même de concepts. C'est-à-dire que les robots sont capables d'apprendre des concepts. Néanmoins, ils sont capables d'apprendre des concepts qui ne nécessitent pas de construire des représentations abstraites nouvelles. C'est-à-dire de passer d'un niveau de représentation à un niveau plus abstrait de représentation. Ça, c'est compliqué quand on ne leur donne pas déjà ces différents niveaux de représentation. Quand on leur donne, elles sont capables de les utiliser. Construire des représentations abstraites nouvelles, en fait, ce qui est compliqué, c'est pas tellement la catégorisation elle-même, c'est la création de représentations adéquates pour catégoriser un certain nombre de familles d'objets. Et ça, c'est véritablement une des questions les plus fondamentales aujourd'hui de la robotique, de l'intelligence artificielle, et pour lesquelles voilà, il y a des choses énormes encore qu'on ne comprend pas et à découvrir. Et alors, Comme dans le cerveau. Exactement. Ma deuxième question, curiosité, c'est donc ces robots qui commencent à
effectuer des opérations complexes, à avoir des comportements qui s'adaptent, à apprendre. Est-ce que on peut, ou est-ce qu'on a observé, ou est-ce qu'on peut concevoir qu'ils soient capables, par eux-mêmes, de faire des choses que son ingénieur concepteur ne serait pas capable de prévoir? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Donc ça c'est capital. C'est la part de hasard qu'il alors, y a dans l'évolution des espèces. Il y a plusieurs exemples en fait. Déjà, un exemple, on va dire, relativement simple, c'est quand l'ingénieur va donner à une machine un objectif. Par exemple, ton objectif, c'est d'apprendre à marcher en ligne droite le plus vite possible. Mais ne lui donne pas les moyens, c'est-à-dire qu'on ne lui dit pas comment il faut faire. Et là, il existe un certain nombre d'algorithmes, de méthodes de recherche de solutions qui vont typiquement permettre au robot, par essai-erreur, d'essayer des stratégies variées. Et par exemple, une méthode simple, c'est de par exemple transposer la méthode de la sélection naturelle, mais à l'échelle de l'apprentissage, où le robot il va d'abord essayer des coordinations de ses jambes au hasard. Et puis, il va regarder pour chacune à quel point ça remplit l'objectif. Il va avoir un nombre pour qualifier ça. Et puis, il va sélectionner les mouvements qui sont les plus adaptés par rapport à cet objectif. Et puis, il va jeter les autres. Et puis, cela, il va reproduire des variations aléatoires de cela. Et donc, progressivement, il va y avoir une sorte d'évolution de ces solutions. Et la manière dont ces solutions vont évoluer, eh bien, peuvent être assez créatives et parfois pas du tout correspondre à ce que l'ingénieur aurait imaginé comme une bonne solution. Donc ça, c'est une première manière simple. Il y a une sorte de développement. Il y a une sorte en fait, là, c'est un apprentissage, même plus simplement, qui consiste par essai-erreur. Et la partie essai peut contenir une part d'essai aléatoire plus ou moins dirigé, parce qu'il y a beaucoup de sortes d'aléatoires. Hein. L'aléatoire, ça peut être relativement structuré et sophistiqué. Et alors ça, c'est une première sorte de manière pour une machine de faire des choses un petit peu non prévues ou non programmées à l'avance. Une deuxième manière... Okay. Et non prévisible. Alors, aussi parce que... Donc ça échappe à son ingénieur. Alors... ça, c'est une question un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir un système qui fait quelque chose qui est non prévisible, mais néanmoins dont on connaît les bornes. C'est-à-dire que, par exemple, le robot auquel on a donné l'objectif d'apprendre à marcher le plus vite possible en ligne droite, et puis on lui a donné des outils pour construire des solutions, par exemple ce qu'on va appeler des primitives motrices, pour faire des mouvements élémentaires. Et lui, ce qu'il va essayer, c'est par exemple des combinaisons de ces mouvements élémentaires. Donc, il peut effectivement trouver des solutions qui vont être des combinaisons très originales et que l'ingénieur n'avait pas du tout prévues. Néanmoins, il ne va pas apprendre à jouer aux échecs en faisant ça. Donc, il va faire quelque chose qui n'a pas été prévu, mais néanmoins, à l'intérieur d'une enveloppe de possibilités. Est-ce qu'on peut dire qu'il est créatif? Probablement qu'on peut dire qu'il est créatif. D'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui utilisent ces mêmes algorithmes pour créer des œuvres d'art, y compris des artistes qui utilisent ces outils-là comme des outils parmi d'autres pour générer des formes un petit peu nouvelles, surprenantes. Alors, maintenant, ça c'était une première sorte de créer des comportements un petit peu non prévisible. Il y a une deuxième famille qui est un petit peu plus générale et je dirais plus intéressante, qui sont les robots sont aussi capables, il est aussi possible de construire des systèmes cognitifs robotiques tels que le système robotique va être capable de se fixer ses propres objectifs et de choisir de consacrer son temps à tel objectif par rapport à un autre, de manière intrinsèquement motivée, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va
être équipés de systèmes qu'on peut appeler on va dire en utilisant des mots du quotidien, d'une sorte de curiosité artificielle qui va par exemple d'une part peut-être le faire s'intéresser à des stimuli ou des percepts qui sont nouveaux par rapport à ce qu'il avait encodé dans sa mémoire auparavant. Et puis, une fois qu'il a détecté ces stimuli nouveaux, eh bien, il peut par exemple, à sa propre initiative, eh bien, se dire « je vais essayer de faire régénérer à l'environnement ces stimuli ». Ou de régénérer tel effet. Donc par exemple, il a observé un ballon voilà, qui passait comme ça en l'air devant lui. Il n'avait jamais vu ça. Et tout d'un coup, il se dit, d'une part, je m'y intéresse. Et il est capable de se dire, je vais me fixer l'objectif de refaire sauter ce ballon en l'air. Et là, à partir de cet objectif qu'il s'est fixé lui-même, il va utiliser les mêmes algorithmes dont j'ai parlé avant pour en même temps trouver une solution par lui-même vers ces mêmes objectifs. Alors évidemment, le concepteur du système, encore une fois, a donné à ce système des outils, non simplement pour construire des solutions à un problème, mais aussi des outils pour s'auto-construire des problèmes et pour auto-évaluer leur intérêt. Et par exemple, les mesures d'intérêt qu'on peut donner au système vont peut-être être des choses qui sont inspirées justement de psychologie du développement ou de la psychologie des motivations chez les humains, qui sont par exemple, un objectif est intéressant si moi le robot, je m'aperçois qu'en essayant de l'atteindre, eh bien je fais des progrès. Si c'est trivial et que j'y arrive à tous les coups, ou si j'essaye plusieurs fois et je ne fais absolument aucun progrès, eh bien j'arrête de m'intéresser à cet objectif-là et je passe à autre chose. Si je fais des progrès, je persiste et je continue jusqu'à ce qu'évidemment je l'ai bien appris et je passe à autre chose. Et c'est de cette manière-là d'ailleurs qu'on peut faire générer spontanément à une machine une trajectoire développementale, c'est-à-dire une suite de comportements organisés dans le temps avec un ordre particulier sans que cet ordre ait été préprogrammé à l'avance par l'ingénieur. Et cet ordre ne va pas être le même à chaque fois que, entre guillemets, on allume au début de son existence le robot, puis on le laisse. En fait, cet ordre, on va pouvoir observer des régularités statistiques. Si on fait par exemple 100 robots qui ont le même programme, que la plupart du temps, eh bien, ils vont apprendre ou faire telle activité avant telle autre. Mais il y a aussi une énorme diversité. Il n'y aura jamais deux robots qui vont avoir exactement la même trajectoire développementale. Et il y en a même certains qui vont faire des choses très éloignées, très différentes des autres. Donc ce qui est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'il y a une sorte de dualité entre régularité et diversité qui ressemble beaucoup aussi à ce qu'on observe chez les êtres vivants. Ce qui ne veut pas dire que c'est le même mécanisme, hein, mais il y a un parallèle qui est intéressant.